Déjà, on vous remercie pour votre présence. On tient à remercier aussi nos partenaires pour cette journée. On les remerciera encore tout à l'heure. L'ADEME, le groupe de recherche, d'études et de recherche, communication, environnement, sciences et société de la Société française des sciences de l'information et de la communication, le CREM, et également les agences qui nous permettent de réaliser cette journée, donc Occurrence, CDiez et WeChange, et puis bien sûr la Fondation Charles-Léopold Meyer qui nous accueille aujourd'hui ici. Donc après cette petite introduction par Thierry, on va commencer par une première partie avec deux présentations. La première de Moussa Koulibaly. Moussa Koulibaly est doctorant. Alors, plus précisément, je reprends sa vision. Il est doctorant en communication des organisations à l'université Alassane Ouattara à Bouaké, donc en Côte d'Ivoire. Il est également président d'une ONG qui fait la promotion de la culture numérique et de la promotion des valeurs écologiques auprès des jeunes et des femmes. Et dans le cadre de sa recherche sur sa thèse, il travaille sur la communication environnementale dans les entreprises minières en Côte d'Ivoire, avec comme perspective effectivement la RSE. Donc, sa première communication va concerner cette thématique-là. Puis, je ferai ensuite la présentation de Justine avant qu'elle parte. Donc, je laisse la parole à Moussa Koulibaly pour une quinzaine de minutes autour de cette première présentation, la certification dans le secteur minier, enjeu communicationnel d'une certification environnementale en zone minière en Côte d'Ivoire. L'exemple ISO 14001 à la mine de Tongon. Moussa, est-ce que vous avez une présentation? Est-ce que je vous donne peut-être la parole? Je vous nomme animateur, comme ça vous pouvez également, voilà, vous pouvez présenter vos diaporamas si vous le souhaitez directement. Je disais que c'est un honneur pour moi de prendre la parole à cette tribune pour intervenir sur la thématique qui nous réunit ce matin. Un honneur parce que c'est la première fois que j'ai l'honneur, l'honneur me revient de présenter une telle communication devant des scientifiques de haut niveau, je vais dire ça comme ça. Je suis Moussa Koulibaly, comme vous l'avez dit, doctorant en communication des organisations. La communication que j'ai l'honneur de présenter, permettez que je puisse partager l'écran. Vous pouvez le partager, Moussa, vous êtes animateur. Donc, la communication porte sur les enjeux communicationnels d'une certification environnementale en zone minière en Côte d'Ivoire. Et je me suis intéressé à l'exemple de la norme ISO 14001 à la mine d'or du Tongon. Alors, la présentation va s'articuler autour de autour d'une introduction, d'une problématique, d'une méthodologie. Ensuite, je vais présenter de façon succincte les résultats des discussions et je vais terminer par une conclusion tout naturellement. En introduction, il faut savoir que depuis le sommet de la Terre sur le développement durable en 1995 à Rio, les questions environnementales sont perçues comme des préoccupations majeures qui doivent être intégrées et prises en compte par les entreprises. Dans cette dynamique, le développement durable a remodélé les modalités relationnelles des entreprises, leur rôle et leurs responsabilités vis-à-vis des parties prenantes. Voilà. Ainsi, on assiste à une volonté collective de promotion d'un développement durable économique, soucieux de l'environnement. Et cela passe nécessairement par la mise en place de nouvelles réglementations. Voilà. La Côte d'Ivoire, qui fait partie des pays, qui s'inscrit résolument dans la promotion des objectifs de développement durable, a jusque-là ratifié près d'une quarantaine de textes, 40 textes internationaux relatifs à l'environnement et au développement durable. Aussi, il faut savoir que la Côte d'Ivoire fait partie des États membres de l'Organisation internationale de normalisation, ISO, et aussi a adopté l'initiative pour la transparence dans les industries minières, l'ITIE,
qui est une référence mondiale en termes de transparence dans le secteur minier, gazier et pétrolier. Et l'objectif en adoptant et en étant membre de l'Organisation internationale de la normalisation, c'est de promouvoir et de garantir la bonne gouvernance dans le secteur minier. En plus de cela, il faut savoir que le secteur minier fait partie de l'un des piliers, elle est l'un des piliers phares de l'économie de ce pays-là. En 2020, par exemple, le chiffre d'affaires déclaré par l'ensemble des sociétés d'exploitation du secteur minier était estimé à 900 milliards de francs CFA, contre 700 milliards en 2019, soit une hausse de 29,16%. Si l'exploitation minière est considérée comme un pilier, il faut savoir que c'est aussi une des activités qui a un fort impact environnemental, depuis la phase de l'exploration jusqu'à l'exploitation. Et même après la fermeture du projet minier, il y a les dommages environnementaux sont considérables. Il y a d'énormes dégâts environnementaux qui sont constatés ça et là. La Côte d'Ivoire avait un premier code minier qui date, qui a été promulgué, sinon prononcé en juillet 95. Et pour être en conformité avec les normes internationales, et parce que le pays s'inscrit résolument dans l'atteinte des objectifs de développement durable, ce code a été révisité en 2014. Ouais, en 2014, le 24 mars, avec la loi numéro 2014-138. Dans ce code minier, le concept de responsabilité sociétale des entreprises apparaît pour la première fois. Et à travers cette révision, le législateur ivoirien exhorte, par exemple, la prise en compte des aspirations des communautés villageoises et également incite au respect des lois en vigueur et compatibles et des normes nationales et internationales, dont l'ISO et bien d'autres normes qui existent en la matière. Vu que notre communication porte si spécifiquement sur la norme 14000, on est revenu un peu sur cette norme qui spécifie les exigences relatives à un système de management environnemental, ce qui devait être un atout de communication afin de permettre aux entreprises minières d'impliquer davantage par la communication les parties prenantes dans leur politique de développement durable de façon générale et plus particulièrement dans la politique de gestion environnementale. On sait que la dynamique de la RSE dans les entreprises est constituée d'un ensemble de discours, de pratiques, de messages et d'actions. Donc, il y a forcément une nécessité pour ces entreprises de faire de la communication un pilier relatif au projet de développement et aussi à l'applicabilité des réglementations en vigueur. Parce qu'il faut savoir que la mine d'or de Tongon dispose de l'ISO, de la norme ISO 14001, qui est relative au management environnemental. La problématique que notre sujet soulève, sinon l'ensemble des questions, lorsque nous avons essayé de réfléchir sur cette thématique-là, c'est à savoir si la mine d'or de Tongon, la mine en exploitation en Tongon, explique réellement les communautés villageoises dans son management environnemental. Si les communautés villageoises sont conscients de l'enjeu d'une telle certification. Sinon, quel est l'enjeu communicationnel de ce référentiel sur la vie des communautés? Voilà un peu les questions qui ressortent à l'analyse de notre sujet. Alors, pour essayer de répondre à ces questions, nous avons été sur terrain. Voilà, le terrain de recherche ici, c'est la mine la mine de Tongon porte le nom d'un village. Le village qui est le village de Tongon. C'est un village qui est situé à 623 km au nord d'Abidjan, sinon au nord de la Côte d'Ivoire. Et cette mine est exploitée par l'entreprise Barrick Gold Corporation. Et la mine les villages environnants qui sont impactés sont au nombre de 8 villages. Et dans ces villages-là, il y a des leaders communautaires qui ont constitué la cible, en plus des autorités politiques dans la région, notamment le préfet de région, le sous-préfet, le directeur régional des mines, par exemple. Et les leaders communautaires qu'on a pu rencontrer, il y a les chefs du village, il y a le président des jeunes, et puis il y a les présidents des femmes.
avec eux, nous avons eu à échanger pour comprendre un peu un certain nombre de choses qui rentrent dans le cadre des problèmes que nous avons soulevés tantôt. Donc, en tout, on avait, pour comme échantillon, vu qu'il s'agit d'une étude de type qualitatif, il s'agissait de toucher, nous avons touché en tout 30 personnes, 27 dans les villages impactés, 2 autorités publiques et un responsable en charge des questions environnementales dans la société minière. On a été aussi dans ces villages-là pour observer, voir un peu, partager le quotidien de ces villageois-là. En plus même d'être sur le site minier, en plus d'administrer le questionnaire. Et aussi, nous avons mobilisé des documents qui ont permis d'asseoir, de donner plus de valeur scientifique à ce travail-là. Et pour permettre d'analyser les questionnaires que nous avons eu à administrer, de donner un sens à l'observation que nous avons eu à faire et aux documents que nous avons mobilisés, nous avons pensé comme modèle d'analyse à l'analyse de contenu. Voilà. Et à la suite de tout ça, comme résultat, j'ai dit tantôt lors de la présentation du plan que c'est de façon succincte, vu le temps imparti pour la présentation, mais il est ressorti clairement. Sinon, il faut savoir déjà que l'analyse des entretiens réalisés, l'entretien a porté sur la connaissance, dans un premier temps sur la connaissance d'une certification. Ensuite, sur la maîtrise de l'impact environnemental de la part de l'entreprise minière. Aussi sur la sensibilisation du personnel en interne relativement au respect des normes environnementales. Aussi sur le reporting, qui est un moyen de communication qui sert aussi bien l'entreprise en interne que toutes les parties prenantes de cet exploitant minier-là. En outre, on a aussi l'entretien apporté sur les actions de communication relatives à la gestion environnementale. Cette fois-ci, envers les communautés, pour voir un peu si ces populations-là sont informées de tout ce que l'entreprise mène, l'entreprise minière mène, sinon tout ce que l'entreprise entreprend comme action pour la préservation de l'environnement. À la suite de la réalisation de cet entretien auprès des différentes parties prenantes de notre échantillon, nous avons pu faire ressortir comme premier élément, nous avons pu observer qu'il y a une observation, une gestion rationnelle, autant pour moi, de l'impact environnemental de la mine par le département hygiène, sécurité, environnement. Cette gestion prend en compte aussi bien la faune que la flore. Sur le site minier, à travers des panneaux de signalisation, par exemple, à travers des affiches, à travers des dispositions sécuritaires qui sont demandées aux employés, on se rend compte que la gestion environnementale fait partie des préoccupations de l'entreprise minière. Il y a aussi des campagnes de sensibilisation qui impliquent le personnel qu'on a pu observer. Il y a par exemple des journées de planting qui sont organisées au sein de la mine pour s'inscrire dans un élan de préservation environnementale, sinon impliquer tout le personnel à cette politique environnementale-là. Malheureusement, si sur le site Internet, bien que l'entreprise dispose de la norme, si il y a des efforts qui sont faits dans ce sens-là, il est malheureux de constater que les communautés ne sont pas informées et ils sont loin d'être impliqués dans cette politique de gestion environnementale-là. Les projets de développement engagés par l'entreprise minière en partenariat avec les autorités de la région portent en priorité sur les projets sociaux tels que la réhabilitation des centres de santé, des écoles et le raccordement de points d'eau potable afin que les villageois puissent profiter de cette eau-là. Les populations ne sont pas conscientes des dangers liés à la menace environnementale. Je le dis parce que lors des échanges, il y a eu des plaintes. Ils avaient des populations, ces communautés-là, ils avaient du mal à comprendre que la menace environnementale pouvait, par exemple, occasionner une rareté des pluies à long terme.
ils n'arrivaient pas à assimiler ça. Et on comprend clairement qu'il est difficile pour ces populations-là de comprendre les enjeux environnementaux. Les attentes portent rarement sur, sinon quasiment pas sur des projets environnementaux. Lorsqu'on s'entretenait avec ces villageois-là, les attentes, ils sont dans une sorte de, ils attendent, ils n'ont pas de projets environnementaux dans leurs attentes. Pour eux, c'est chercher à manger, à vivre au quotidien qui constitue une priorité. Dire qu'ils vont penser, sinon l'entreprise va se tourner vers eux pour les inciter à des projets de reboisement, par exemple, ça n'existe quasiment pas. C'est ce genre de projet-là. On poursuit. On a avancé pour dire que bien que l'implication de la norme soit volontaire et souple, il est important de relever que l'entreprise doit, au nom du principe de responsabilité et de transparence, mettre l'accent sur des vecteurs essentiels, comme des actions d'information et de sensibilisation des communautés. Les villages impactés sont des zones reculées. J'ai dit tout à l'heure que le Tongon est situé à près de 600 km d'Abidjan. La plupart des personnes vivant dans ces zones-là vivent de l'agriculture. Donc, il doit y avoir un effort de l'État relatif à la promotion des objectifs de développement durable afin que ces populations-là puissent comprendre aient une certaine visibilité sur les enjeux environnementaux. Et cette démarche peut être accompagnée par l'entreprise minière qui, qui dispose de normes qui leur donnent la possibilité d'accompagner ces actions étatiques-là. Et en guise de conclusion, nous avons dit que nous avons remarqué que l'implication des principes de normes ISO 14001 à la mine dans le Tongon est une réalité parce que des efforts sont faits au sein de la mine. Sauf que les populations, la première entité concernée par les impacts environnementaux, sont laissées pour compte. Les responsabilités justifiant cette mise à l'écart des communautés sont partagées par les acteurs publics et les leaders communautaires qui ne sont pas suffisamment informés afin d'interpeller les acteurs miniers quant à leur implication dans les projets environnementaux. Voilà brièvement présenté ma communication et je tiens à vous remercier en tout cas pour cette opportunité que vous m'offrez afin de parler un peu des réalités de mon pays, sinon de ma zone de naissance. Je vous remercie. Merci beaucoup Moussa pour cette présentation pile dans les temps. On va pouvoir prendre des questions s'il y en a dans la salle ou à distance. Si vous souhaitez poser une question, vous pouvez la noter dans le chat ou prendre la parole pour la poser directement. Et je ne sais pas s'il y a une question dans la salle pour commencer. Et sinon, est-ce qu'il y a une question à distance? Alors moi j'ai une première question à vous poser. Est-ce que vous avez regardé si cette application de la norme ISO 14001, elle est aussi parallèle à d'autres normes, hein, parce que par exemple, on va en parler tout à l'heure de la norme ISO 26000. Donc, est-ce qu'il y a d'autres normes qui ont été mises en place par les mines ou seulement cette norme-là? Et on a une deuxième question tout de suite de Benjamin Junior. Si vous pouvez la poser, puis comme ça, Moussa pourra répondre aux deux questions en même temps ou à la suite. D'accord, d'accord. Merci beaucoup, Moussa, pour ta présentation. On a vu que Mhm. tu as beaucoup bossé Mhm. et que c'est quelque chose que tu as très bien préparé. Mhm. Et moi, derrière, outre les aspects de la forme et aussi les questions liées aux procédures de l'ISO 14000, j'avais voulu savoir comment est-ce que de façon concrète, l'entreprise minière, notamment Barrick Gold, tente Mhm. d'impliquer les populations locales dans les processus de fabrique de son système de management environnemental, parce que finalement, l'ISO 14000, c'est ce à quoi il se consacre. Donc, j'avais voulu savoir comment est-ce qu'ils tentent de le faire, ou ils ne le font pas du tout, etc. Je sais que tu en as parlé un peu, mais est-ce que tu peux un peu plus aller en détail sur ce volet-là? OK.
Merci à vous pour ces questions. La première question, il existe d'autres normes au sein de la mine, mais relativement à l'environnement, on a pu voir que c'est cette norme seulement qui existait. Et lorsqu'on arrive à la mine, par exemple, dans l'administration, il est mis sur il y a des affiches qui sont là indiquant que l'entreprise minière disposait de cette norme-là. Il y a d'autres normes qui existent, mais je ne pense pas que ça soit en rapport avec que ce soit des normes sur l'environnement. Je ne pense pas. Pour la deuxième question, au sein de la mine, il y a un responsable en charge des relations communautaires. Et ce responsable-là joue un rôle de courroie entre l'entreprise minière et les communautés. Alors, les préfets et je dis les préfets, les populations ayant des besoins, sinon lorsqu'ils ont des besoins à exprimer, ils se tournent, ils ont la possibilité d'aller directement à la mine par le dépôt d'un courrier afin de rencontrer le responsable des relations communautaires. Mais aussi, ils peuvent passer par le préfet, qui est le président du comité national de développement, le comité de développement local minier. Quand rarement la mine se prononce sur les questions environnementales vis-à-vis des populations. C'est l'interaction qui existe entre cette entreprise minière et les communautés, c'est généralement sur des besoins immédiats de compensation. Par exemple, s'il y a quelqu'un qui a eu son champ qui a été occupé, l'entreprise, qu'il y a une compensation financière qui est octroyée à ce dernier-là. Et aussi, lorsque le préfet va rencontrer les communautés, les communautés sont censés monter des projets qui sont financés par l'entreprise minière. Et ces projets sont montés, mais il n'y a pas de volet environnemental dans ces projets qui sont montés là. L'entreprise octroie de l'argent pour le financement de ces projets-là, mais ça ne prend pas en compte, comme je l'ai dit, le volet environnemental. J'ai dit que les populations ne sont pas conscientes des menaces environnementales. Donc, du coup, elles ne s'expriment pas en ces termes. Elles ne prennent pas en compte, sinon elles n'expriment pas des besoins sur ce plan. Elles sont l'eau potable, l'école, le centre de santé, etc. Voilà un peu les relations qui existent entre l'entreprise minière et les populations villageoises dans cette zone-là. J'espère avoir répondu aux questions. Merci. Il y a encore une autre question qui a été posée directement. Puis ensuite, après, on enchaînera sur la deuxième présentation. Une question de Chiraline Fernandezio. Donc, est-ce que vous avez pu aborder le sujet de la gestion de crise environnementale auprès des communautés, de l'entreprise minière, mais aussi de la société d'audit? Une question intéressante. Déjà, c'est vrai que pour cette étude-là, c'était sur la mine d'or de Tongon. Mais pour la thèse, j'ai été à la mine d'or de Agbaou, qui est située au sud-ouest de la Côte d'Ivoire, qui est une autre mine avec une autre réalité. Mais il est difficile d'entrer en contact avec les autorités de normalisation, aussi bien que les autorités politiques, pour aborder les questions qui touchent aux réalités du secteur minier ici. C'est difficile. On suit la voie normale en déposant des courriers voilà, dans le cadre de la collecte d'informations. On n'a véritablement pas de suite. Il y a une sorte d'omerta qui existe dans ce secteur-là. On ne va pas s'arrêter là parce que c'est la recherche et c'est la science. On compte vraiment poursuivre ces questions-là pour vraiment essayer d'aider ces entreprises-là à répondre au mieux aux besoins des communautés, mais aussi permettre aux populations d'être conscients de tout ce qui les concerne en réalité. Donc, pour répondre à la question, je dirais qu'il a été difficile pour moi de toucher la société d'audit ISO ici. Mais je continue. D'accord. Merci beaucoup pour ces réponses. On va reprendre la suite. Donc, je vais reprendre le diaporama pour pouvoir partager les prochaines diapositives. Alors, hop. Voilà. Sur la présentation. Tu m'as envoyé. Elle n'est pas là?
Ah, d'accord. Désolé, hop, on va reprendre. Voilà. Petit. Alors, normalement, désolé. Alors, le temps que la présentation charge, je vais vous présenter notre deuxième intervenante, qui est Justine. On va centrer un peu la caméra sur elle. Voilà. Hop. Hop. Alors, Justine est doctorante et chargée de cours en communication à l'Université du Québec à Montréal, au département de communication sociale et publique. Sa thèse porte sur les discours liés à la transition énergétique entourant l'acceptabilité sociale des projets miniers au Québec. Donc, elle est aujourd'hui auxiliaire de recherche, chargée de cours et membre du groupe de recherche CRSDD, donc chercheur en responsabilité sociétale et développement durable, groupe du GRCP, donc groupe de recherche en communication publique, et coordonnatrice scientifique du LabFluence, le laboratoire de recherche sur l'influence et la communication. Je rajoute qu'elle est également secrétaire générale adjointe de la CCS. Elle aurait dû le mettre dans sa présentation. Donc, elle a reçu une bourse de doctorat de recherche du Fonds de recherche du Québec. Et sa présentation aujourd'hui va poser la question de la mise en valeur de la norme VDMD dans les compagnies d'exploitation minière en territoire québécois. Donc, quelle est l'utilité de cette norme pour la communication? Et si tout se passe bien, je devrais pouvoir partager l'écran afin qu'elle puisse avoir sa présentation. Si Zoom est d'accord, bien sûr. Voilà. Très bien. Voilà. Super. Merci beaucoup. Bonjour. Merci d'être ici aujourd'hui. Donc, Justine Lalonde, je suis doctorante en communication sociale et publique à l'UQAM et donc, on va parler de la mise en valeur de l'initiative VDMD, donc vers le développement minier durable dans les communications au Québec. Rapidement, plan de la présentation, donc un bref survol de la responsabilité sociale des entreprises. Qu'est-ce que l'initiative? Dans quel contexte elle a été créée? Comment elle est mise en valeur? Et enfin, un regard un peu plus critique sur son utilité. Puis, bon, je vais passer assez rapidement sur cette slide-là. Donc, on est tous un peu familiers avec la RSE, mais en rappel, donc, ce sont des initiatives corporatives volontaires à caractère social et environnemental qui vont généralement au-delà des obligations fixées par la loi. Et ces pratiques de responsabilité sociale-là concrétisent l'engagement de la haute direction qui est disposée à reconnaître l'impact de l'entreprise sur la société et à assumer donc les responsabilités sociales en lien avec l'impact. Prochaine. Et donc, parlant d'une haute direction qui reconnaît l'impact de son industrie sur la société, c'est une citation dans le secteur minier canadien, donc à l'occasion du lancement de la norme, le président de l'Association minière du Canada, donc de l'AMC, va dire que l'industrie minière dans son ensemble reconnaît qu'historiquement, il y a eu des critiques et qu'elles étaient fondées. Donc, on vient faire un peu son mea culpa puis dire qu'on peut faire mieux dans l'avenir. Or, les études sur le sujet nous montrent que les initiatives volontaires sont presque toujours motivées par la loi ou son anticipation. Et donc, on peut dire qu'en d'autres termes, mesures volontaires et réglementation sont les deux faces d'une même médaille. Et on va voir que c'est le cas de l'initiative VDMD. Donc, ça concorde avec ce que la littérature dit. Ça a été motivé par l'adoption d'une loi et d'un contexte international qui rendait les pressions beaucoup plus fortes. Et donc, qu'est-ce que c'est l'initiative? On peut continuer. Donc, initiative qui a été lancée en 2004 par l'Association minière du Canada et qui a pour principal objectif de permettre aux entreprises minières de répondre aux besoins de la société en matière de produits minéraux, métalliques, énergétiques
d'une manière responsable sur les plans social, économique et environnemental. Il faut noter que la participation à l'initiative est obligatoire pour toutes les exploitations de territoire canadien des membres de l'Association minière du Canada. Donc, toutes les compagnies minières qui sont membres de l'association doivent obligatoirement suivre la norme de l'initiative. Et enfin, à chaque année, il y a des prix qui sont remis aux compagnies qui ont démontré les meilleurs rendements. Comment est-ce que l'AMC traduit ses engagements en actions concrètes? Donc, l'initiative va miser sur 3 domaines clés qui, eux, se divisent en 8 protocoles qui eux-mêmes reposent sur un ensemble d'indicateurs. Nos 3 domaines clés, donc collectivité et gens, intendance environnementale et efficacité énergétique. Chaque protocole donc sont les 8 qu'on voit, donc relation avec les autochtones et collectivités, planification de gestion de crise et communication, santé et sécurité, prévention du travail des enfants et du travail forcé. Côté de l'intendance environnementale, gestion de la conservation de la biodiversité, gestion des résidus, intendance de l'eau et enfin, changement climatique. Dans quel contexte ça a été créé? Donc, on fait un retour en arrière, 92 déclarations de Rio sur l'environnement et le développement. Et à ce moment-là, l'agenda 21 est considéré comme le document majeur issu de la conférence de Rio. Il a été conçu pour régler quelques-uns des problèmes fondamentaux liés à la dégradation des ressources et aussi pour venir donc en aide aux pays en développement. On fait un bond printemps 2000, Commission du développement durable des Nations unies, qui se rassemble pour examiner les progrès accomplis au niveau mondial en ce qui concerne le chapitre 10 de l'agenda 21, donc approche intégrée de la planification et gestion des ressources terrestres, donc le secteur minier notamment. Ressources naturelles Canada, qui est le ministère des Ressources naturelles du gouvernement du Canada, donc, dépose à ce moment-là 13 monographies pour participer à la conversation. 2 d'entre elles, la numéro 4, Sustainable Development of Minerals and Metals, et numéro 10, Minerals and Metals Towards a Sustainable Future, concernent le secteur minier. On note aussi que la norme en anglais s'appelle Towards Sustainable Mining. Donc, on a déjà un vocabulaire qui se ressemble. 2 ans plus tard, donc décembre 2002, le Canada ratifie le protocole de Kyoto. Juin 2003, le Parlement adopte le projet de loi C9, donc la loi modifiant la loi canadienne sur l'évaluation environnementale, qui va amener des améliorations considérables au processus d'évaluation environnementale du gouvernement. Et donc, les changements clés vont contribuer à accroître l'efficacité, la certitude, la transparence du processus, notamment en obligeant des consultations avec les parties prenantes. Et c'est moins d'1 an plus tard, donc en mai 2004, que l'Association minière du Canada va lancer l'initiative vers le développement minier durable. On peut changer. Et donc, comment est-ce qu'on a décrit l'initiative à son lancement? Donc, on l'a décrit comme un programme de gérance qui vise à soutenir le rôle du secteur en tant que chef de file économique, renforcer la confiance de la population dans ses capacités de gérer les enjeux environnementaux et sociaux qui importent aux Canadiens. L'initiative, on dit donc, fait appel à des pratiques de gestion de l'environnement et participation des intervenants, grâce auxquelles le secteur peut acquérir ses lettres de créance en matière sociale. Donc, ça, c'était en juin 2004, un mois après le lancement de l'initiative. Et donc, on ne le mentionne pas directement, mais en parlant de renforcer la confiance de la population, d'avoir des lettres de créance en matière sociale, on parle d'acceptabilité sociale. On ne le mentionne pas encore spécifiquement, mais la description de la norme nous renvoie fortement à des pratiques de responsabilité sociale des entreprises. Et donc, la norme semble avoir été créée dans un contexte où les institutions internationales et le gouvernement canadien renforçaient les exigences en matière environnementale. Et donc, ça fait 18 ans aujourd'hui que l'initiative est en place. Puis on s'est demandé, est-ce qu'elle a rempli ses promesses d'augmenter la crédibilité du secteur, de l'organisation auprès de ses différents publics? Et on est allé voir qui parle de la norme dans la sphère publique et surtout, comment on en parle. Rapidement, donc, notre méthodologie, ça a été une analyse de revues de presse dans les médias canadiens francophones.
Puis on a effectué une codification pour repérer la provenance de la mention, donc qui communique, et dans un deuxième temps, les angles abordés, donc qu'est-ce qu'on communique. Et sans surprise, donc, l'Association minière du Canada est l'auteur qui parle le plus de la norme dans la sphère publique. Donc, plus de 50% des mentions concernant la norme sont effectuées par l'Association minière. Les médias sont le deuxième groupe d'acteurs qui en parlent le plus, et à eux seuls, on peut plus du tiers des mentions dans la sphère publique au Québec. D'ores et déjà, c'est intéressant de constater que les compagnies minières elles-mêmes ne communiquent pas à propos de la norme, ce qui nous permet déjà de questionner l'ancrage concret dans les pratiques de cette norme-là. Si on regarde un peu plus en profondeur comment on parle de la norme, donc si on se concentre sur l'Association minière du Canada, on remarque qu'elle en parle de manière assez variée. Donc, les principaux thèmes qui sont abordés dans l'espace public seront les nouveautés, donc quand il y a un nouveau protocole qui est annoncé, les nouveaux indicateurs, l'expansion, donc quand d'autres associations minières dans le monde vont adhérer à cette norme-là. Donc, il y a 11 autres associations minières dans le monde qui ont adhéré à cette norme-là. Quel impact la norme va avoir? Donc, ça peut être souvent positif, mais parfois dans des contextes où l'industrie ou un de ses membres est attaqué, si on veut, donc dans une controverse, dans des procédures judiciaires ou encore quand la norme va être applaudie par des membres externes. Gouvernance, nouveau président, nouveaux membres de comité. Publication, on parle de quand chaque compagnie, quand l'association minière va publier des rapports d'étape, rapports annuels. Les prix d'excellence, c'est une catégorie qui est beaucoup mise de l'avant, et donc l'annonce des lauréats, puis finalement le autre, il y en a beaucoup, mais c'était surtout en 2011-2012, l'association minière a mis dans son à propos en bas des communiqués de presse la norme, donc il ressortait beaucoup dans la revue de presse. Quelques exemples. Donc, ici, on a en 2008, donc l'Association minière qui déplore une décision judiciaire relative à la condamnation de leaders autochtones, mais tout en rappelant que eux, à l'Association minière, ont adopté un protocole dans le cadre de l'initiative qui est relative aux relations avec les communautés autochtones. Donc, on vient de dire d'un côté qu'on déplore la condamnation des leaders autochtones, tout en remettant de l'avant, un peu en remettant son message clé de l'avant, qu'eux, ils font bien les choses. D'autres exemples, si on poursuit, non, pas d'autres exemples, on les a enlevés. Manque de temps. Les médias, donc, les médias, 56 mentions au total, donc un peu plus du tiers, et on souligne principalement donc, près de 40% des communications sont au sujet des prix d'excellence. Donc, sinon, ils vont aborder les adhésions, principalement celles de l'Association minière du Québec qui a adhéré à l'initiative, et sinon, dans une moindre mesure, les impacts que l'initiative va avoir. Si on regarde un peu plus en profondeur, donc, sur les 56 mentions, c'est vraiment 50-50. 50%, 50%, les médias qui ont une portée régionale, donc les médias qui sont dans une région spécifique du Québec, et à portée nationale, donc qui vont être sur toute la province de Québec. Et les médias régionaux ont pour principal thème les prix d'excellence. Donc, 75% de leur contenu concernant l'initiative sont en lien avec les lauréats, et plus souvent qu'autrement. Donc, ce sont les minières qui sont dans leur région qui vont mettre de l'avant, et les médias nationaux ont un contenu qui est plus varié au sujet de l'initiative. Les compagnies minières, donc seulement 7 communications en 18 ans de la part des compagnies minières, et 5 d'entre elles sont par rapport au fait qu'elles sont elles-mêmes récipiendaires d'un prix, et d'autres, c'est quand elles disent, donc, affirmer le protocole. Ici, on va voir les exemples. Donc, on voit un document donc, qui a été publié en juillet 2022. Donc, on a un communiqué de presse qui est très dense, qui fait 9 pages. On annonce des résultats financiers. On peut donc penser que c'est principalement destiné aux investisseurs puis pas au grand public. Et on mentionne dans une rubrique fait saillant qu'il y a un nouveau programme de gestion et de conservation de la biodiversité
la biodiversité. Mais en fait, ils sont tout simplement conformes au protocole de la norme. Ils sont obligés de suivre cette norme-là, mais ils vont quand même l'utiliser dans une stratégie de relations publiques. Le deuxième exemple qu'on voit, c'est donc une mine qui va annoncer qu'elle a reçu un prix. Puis, on peut passer rapidement. Donc, d'autres associations minières vont mentionner l'initiative. Pas beaucoup de communication, mais encore une fois, c'est les lauréats des prix d'excellence qui sont le sujet de prédilection. Donc, elles vont féliciter leurs membres d'avoir reçu des prix. Le politique en parle seulement à 2 reprises entre 2004 et 2022, puis c'est le gouvernement du Québec qui va en parler. Donc, pas le gouvernement du Canada, ni au niveau municipal, au niveau des villes. Donc, c'est au niveau provincial qu'on va en parler. En première fois, en 2014, quand l'Association minière du Québec a adopté le programme, donc le ministre les a félicités, et une deuxième fois en 2022, en janvier 2022. Donc, il y a eu un nouveau programme de soutien au développement durable pour les entreprises du secteur minier. Un des volets de ce programme de soutien financier-là permettait de subventionner les compagnies d'exploitation minière pour effectuer la vérification externe. Donc, quand les compagnies minières doivent en fait à chaque année remettre un rapport avec les différents indicateurs, puis une fois aux 3 ans, c'est un vérificateur externe. Et donc là, à ce moment-là, le gouvernement du Québec offrait un financement pour ça. Et donc, quand on peut passer. Quand on regarde qui en parle, intéressant de voir aussi qui n'en parle pas. Donc, déjà, Coalition pour que le Québec ait meilleure mine, qui est une coalition qui a été fondée en 2008, qui est le plus grand regroupement au Québec en opposition au secteur minier. On peut continuer. Et les missions de la coalition et de l'initiative se recoupent sur plusieurs points, donc notamment sur les plans sociaux et environnementaux. Et quand on regarde encore plus dans le détail, on remarque que les principaux axes d'intervention de l'un et l'autre sont relativement semblables au niveau de l'environnement, au niveau social, au niveau de la collaboration avec les secteurs. Or, on note que les opposants continuent de faire pression, mentionnent jamais la norme mise dans leurs médias sociaux, sites web, documentation. Donc, ils ne prennent pas du tout acte de cette norme-là. Pour terminer, donc, quelle utilité de la norme? Donc, puis je le mentionne de nouveau, on est vraiment au niveau des communications, de la perception, puis pas dans les pratiques et l'impact réel sur le terrain, mais un premier constat qu'on fait est que dans un premier temps, donc, il s'agit réellement d'une mesure de la performance. L'initiative est une dimension de la performance corporative. Près du tiers des communications, tout auteur confondu, sont au sujet des prix d'excellence. Donc, on va parler de quelles compagnies performent bien, les mettre de l'avant. Un deuxième constat qu'on fait est que l'initiative reste, après 18 ans, relativement cloisonnée. Donc, près du 2 tiers des communications à propos de la norme sont effectuées par des acteurs du secteur minier. Alors que si l'objectif était de faire ces lettres de créance auprès du public, force est de constater que l'existence de la norme dans la sphère publique passe principalement par les communiqués de presse des acteurs du secteur minier, puis qu'il s'agit un peu d'une conversation sans unique. Donc, les opposants, le public et même le politique ne semblent pas faire acte de cette initiative-là. Puis dans un contexte où l'acceptabilité sociale est un impératif pour les projets, on pourrait s'attendre à ce que la norme vive davantage d'elle-même dans la sphère publique. Prochain. Encore une fois, donc, absence totale dans le discours des opposants. Les groupes revendiquent des meilleures pratiques de l'industrie minière, mais ne mentionnent jamais l'initiative, ce qui, en notre sens, témoigne d'un manque de légitimité de la norme dont l'objectif était de renforcer la confiance de la population. Même son de cloche du côté du gouvernement, donc on en parle seulement à 2 reprises en presque 20 ans, alors que dans un contexte où le gouvernement investit massivement dans le secteur minier, on pourrait penser qu'il serait gagnant à la mettre un peu plus de l'avant. Prochaine. Et puis, on se questionne sur l'utilité de cette norme Internet. Donc, il existe d'autres normes indépendantes, comme la norme IRMA, fondée en 2006 par une coalition d'acteurs. C'est une norme qui a des exigences qui sont très élevées, mais on peut comprendre pourquoi l'association minière préfère une norme interne sur laquelle ils ont un plein contrôle plutôt que se soumettre à une norme indépendante, mais ça soulève des questions sur les réelles intentions
du secteur minier canadien. Pourquoi est-ce qu'on ne se soumet pas à des exigences encore plus élevées si on a le désir de bien faire les choses? Et là, je termine pour vrai. Donc, c'est ça, notre étude ne porte pas sur les impacts réels de la norme dans les pratiques, mais on peut quand même porter un regard critique sur le fait que les protocoles, les exigences sont uniquement pour les compagnies en territoire canadien. Donc, sachant que les compagnies minières canadiennes, c'est pas moi qui le dis, ça a été bien documenté, mais sont de réels voyous dans leurs pratiques à l'étranger. Il nous semble que l'impact serait beaucoup plus fort à l'international. Donc, c'est beau d'avoir un protocole sur le travail forcé, le travail des enfants, mais en territoire canadien, on a des lois, des sanctions qui sont beaucoup plus sévères déjà qu'une norme interne. Donc, on soulève enfin un questionnement sur la possibilité d'obliger cette norme-là pour les sociétés minières canadiennes qui ont des activités extractives à l'international. Merci beaucoup. Merci, Justine. Alors, on va pouvoir prendre des questions. Alors, je vais couper le diaporama pour qu'on ait un peu la vue générale. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Et sinon, est-ce qu'il y a des questions aussi en ligne? Alors, on va... Alors, moi, j'avais une première question qui concernait directement ça. Il parle, par exemple, dans une des communications que tu montres, il parle de la norme écologo. Est-ce que ces normes-là, elles sont concurrentes par rapport à celles qui sont appliquées, donc notamment la norme donc VDMD? Et vis-à-vis des normes indépendantes, est-ce qu'il y a des discussions entre ceux qui rédigent cette norme indépendante et ceux qui font la norme VDMD, ou est-ce que c'est vraiment, comme tu le dis, un peu de l'autocongratulation et de l'autopromotion? Il parle, oui, pour les. En fait, la prochaine étape de la recherche sera vraiment de voir comment cette norme-là s'articule avec les autres qui sont déjà existantes au Canada. Et pour ce qui est de la norme IRMA, donc cette norme indépendante-là qui est beaucoup plus, dont les exigences sont beaucoup plus élevées, l'Association minière du Canada en fait mention une seule fois dans son rapport annuel en 2021. Puis, ce qu'ils disent, en fait, c'est que certains de ils vont essayer d'adopter certains indicateurs, de les rendre au niveau de IRMA. Mais la seule raison qui est mentionnée pour faire ça, c'est puisqu'il y a des partenaires dans le secteur minier international qui exigent donc cette norme IRMA-là. Donc, on est dans un objectif qui est très commercial. Et donc, d'essayer de faire reconnaître que la norme VDMD, sur certains points, est aussi exigeante que la norme IRMA. D'accord. Oui. Yanel? Merci pour cette présentation. Je trouve que c'est une pépite. Deux questions de contexte pour bien comprendre la signification que ça a. D'abord, quelle est l'importance du secteur minier au Canada? En France, c'est un secteur quasiment non existant. Également, quel est le degré d'attention et de violence des populations envers ce secteur? Je vais me concentrer sur le Québec. Donc, c'est un secteur qui est assez important. Le politique a beaucoup investi récemment dans le secteur minier, principalement dans tout ce qui est minéraux critiques et stratégiques de la transition énergétique. Donc, il y a tout un discours autour des mines de lithium, des mines de graphite qui vont, par exemple, servir à faire des batteries de voitures électriques. Donc, on essaie de mettre de l'avant ce secteur-là. Donc, c'est assez important. Et là, ça dépend. Donc, les populations, elles sont très conscientes quand c'est proche. Parce que, bon, le Québec, c'est assez grand. Dans le Nord, il y a très peu de population, donc c'est plus accepté quand on est dans le Nord. Par exemple, les compagnies minières préfèrent être près des grandes villes pour toutes les raisons que vous pouvez imaginer. Donc, il y a quand même beaucoup de contestations de groupes qui vont contester ou exiger que ce soit mieux fait, surtout quand c'est près des villes, même des villages et des municipalités. Mais la norme ne semble pas être vraiment mise de l'avant. Puis là, on n'a pas les résultats, mais on a fait passer un sondage dans les communautés minières.
donc des municipalités qui sont près de projets miniers pour savoir si ils en avaient déjà entendu parler. Donc, au-delà des communications officielles dans le secteur public, est-ce que quand on est dans le secteur minier, quand on vit proche d'une mine, c'est quelque chose dont on entend parler? Est-ce que ça a une autorité? On n'a pas les résultats encore, mais c'est en cours. Est-ce que ça répond? Alors, on a une question supplémentaire en ligne, mais je pense que là, ce sera effectivement intéressant d'avoir des échanges plus précis. Donc, c'est une question de Cheraline Fernandez-Diao. Donc, merci pour cette présentation. Pourriez-vous citer les études clés qui montrent que les initiatives développement durable sont motivées par la loi et son anticipation? Et est-ce qu'il y a quelques exemples de lois ou de projets de loi qui ont pu justement motiver ces initiatives que vous pourriez... Oui, peut-être pas là, mais je pourrais avec plaisir envoyer en privé les études. Oui, effectivement, je pense que ça demandera un travail bibliographique plus précis. Donc, n'hésitez pas, chère Aline, à contacter Justine directement. Est-ce qu'il y a d'autres questions de la salle ou en ligne? Non? Bon, eh bien, je pense qu'on va pouvoir embrayer sur la deuxième table ronde.